Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. États-Unis, massacre de Tulsa, 105 ans après. Où est passé le contentieux historique? Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs. États-Unis, massacre de Tulsa, 105 ans après. Où est passé le contentieux historique? Nous nous interrogeons, mesdames, messieurs, ce matin. 105 ans après le contentieux historique du massacre de Tulsa, eh bien, le massacre de Tulsa s'est déplacé des tribunaux vers le militantisme mémoriel et des programmes de réparation privée. Après l'échec des poursuites judiciaires, le combat se concentre aujourd'hui sur l'investissement économique et la préservation culturelle du quartier de Greenwood. Les dynamiques actuelles, eh bien, mesdames, messieurs, de ce contentieux s'articulent autour de trois axes. L'impasse judiciaire. Eh bien, après le rejet de recours en justice par la Cour suprême de l'Oklahoma, le département américain de la justice a publié un rapport qualifiant l'attaque d'attaque coordonnée de type militaire, tout en concluant que les auteurs directs étaient décédés et ne pouvaient plus être poursuivis. Vous avez bien compris, mesdames, messieurs, ce sont les conclusions qui disent que c'était une attaque militaire. Il faut bien connaître l'histoire. La dernière survivante connue, Lacey Benningfield Randall, poursuit aujourd'hui son plaidoyer pour la justice. Le plan de réparation municipale, sous l'impulsion du maire Monroe Nichols, le premier maire noir de la ville, un fonds privé de 105 millions de dollars a été mis en place, baptisé Road to Repair. Ce programme cible le développement communautaire, logement, éducation et revitalisation des commerces, plutôt que des indemnisations financières directes aux descendants. Mais aujourd'hui, aux États-Unis, on parle toujours d'un devoir de mémoire. Le district de Greenwood continue de panser ses plaies à travers des rassemblements annuels, des collectes de terres sur les lieux historiques et la mise en valeur de musées comme le Greenwood Rising Museum pour éduquer le public sur le Black Wall Street et s'assurer que le passé ne soit plus jamais occulté. Oui, mesdames, messieurs, connaissez-vous le Black Wall Street? Je vous pose bien sûr la question. Eh bien, on attend vos commentaires. Pour répondre à nos questions ce matin, nous sommes avec Éric Ticheux. Il est notre invité. Éric Ticheux, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Zonegos, merci de l'invitation renouvelée. Très heureux de vous avoir ce matin. Nous parlons du Black Wall Street. Nous sommes en 2026. Les événements se sont déroulés du 30 mai au 1er juin 1921. La ville de Tulsa, eh bien, dans un quartier huppé qu'on appelait Greenwood. Là-bas, les Noirs étaient riches comme Crésus et tout le quartier appartenait aux Noirs. Steve Zengos, il est important et nous faisons bien de le rappeler, d'en parler aujourd'hui en 2026, parce que nous sommes dans une dynamique de conscientisation, réveiller les consciences, sortir les peuples africains, les Noirs en général, dans la léthargie manifeste qui les caractérise. Voilà un quartier dans un pays comme les États-Unis. Oui. Vous l'avez bien dit dans l'introduction, qui était un quartier, j'ai dit, essentiellement dédié aux Noirs. Et tout ce qu'il y avait là-bas comme commerce, entreprise et autres business appartenait aux Noirs. Et alors, c'était un quartier qui faisait excessivement peur aux Noirs. Quand nous revenons dessus aujourd'hui, c'est au blanc, oui. Autant pour moi. Quand nous revenons là-dessus aujourd'hui, c'est pour continuer à faire comprendre à nos frères africains et noirs que le blanc ne nous a jamais aimés. J'ai l'habitude de dire ici que on nous a longtemps fait croire que, pour parler de l'Afrique, que le continent africain est un continent terne de connaissances, ne peut rien faire. On nous a toujours fait comprendre que les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble pour faire des grandes choses. Alors, comment on peut expliquer pour ceux qui ont eu l'opportunité de fouiller de fond en comble cette histoire qui date aujourd'hui, on vient parler de réparation, on explique que voilà un noir qui trébuche dans l'ascenseur et qui bouscule une femme blanche et tout ça. Elle s'appelait Sarah Punch. Voilà, Sarah Punch. Et quelque temps après, amené en prison. Et après, on revient dire que il avait violé. En fait,
Quand le blanc se sent menacé, et menacé par qui? Par cette race-là, que pour eux, ne doit pas être au-dessus. C'est-à-dire qu'on a toujours, s'il faut rentrer rapidement, faire une bêche dans la religion, on caractérise, on dessine le diable toujours en noir. Dans le noir, rien ne peut sortir de bon chez le noir. Mais aujourd'hui, quand on constate quand le blanc constate qu'il est menacé par les noirs, il doit donc chercher ses voies et moyens pour arrêter cet état de choses. Donc, l'attaque de Tulsa était, vous l'avez dit, des frappes militaires. Quand vous regardez les images... Ce sont leurs conclusions, hein. Nous sommes en 2001, ce sont leurs conclusions qui disent que c'était une attaque militaire. En fait, avant de conclure aujourd'hui en disant que bon, on ne peut condamner personne parce que tous ceux qui étaient commanditaires de ce massacre sont décédés, on va d'abord saluer le fait qu'ils sont obligés aujourd'hui parce que on dit toujours que quand vous trompez la maman, l'enfant grandit, il y a toujours quelqu'un qui va se lever quelque part et dire, même s'il faut que je meure à nouveau pour défendre l'honneur de mes ancêtres, de mes aïeux qui sont décédés ici pour telle ou telle cause, je vais me battre. Alors, aujourd'hui, quand ils reconnaissent que c'était des attaques militaires, mais quand vous regardez les images, ce n'est pas une bagarre, ce ne sont pas des émeutes. On nous a fait croire que c'était des émeutes et qu'il y avait eu 47 Non, morts. on ne peut pas. Quand vous regardez les images, ça fait froid au dos. En fait, c'était des attaques stratégiques militaires, des bombardements. Il était question ici d'effacer la mémoire collective noire de d'effacer, c'est-à-dire de mettre fin à ce qui se passait dans ce quartier. Dans ce quartier. Parce qu'en fait, ils avaient peur que voyant la mobilité de ces Noirs à Tulsa, la façon dont ils faisaient pour s'en sortir, la façon dont ils montaient en puissance, d'autres Noirs dans d'autres États pouvaient copier le bon exemple et renverser la tendance. Alors, pour ne pas accepter que cela soit fait, aujourd'hui, vous voyez un peu, ça a été salué, ça a été la fête, même les enfants qui ne comprenaient pas ce qui se passait, le simple fait, c'est-à-dire l'instinct de savoir que voilà arrivé un jour où un Noir a été élu président de la République aux États-Unis. Je dis même les enfants qui comprenaient parce que c'est juste de voir le parent content à la maison. Mais attention, les résultats de cette élection-là, mais ça bougeait le monde. Alors, il faut comprendre que ça fait partie de ces événements-là. 105 ans aujourd'hui, on revient dire qu'on fait réparation. Mais on dit, on ne peut pas comprendre comment on peut parler d'émeutes, on peut parler de bagarres, on peut parler de ci, de ça. Non. En fait, c'est ça. Les Africains, les Noirs doivent comprendre que le blanc, ce n'est pas aujourd'hui. Nous nous battons, si je gauche, tous les matins pour réveiller la conscience des Africains, pour réveiller la conscience des Noirs et leur dire que, et c'est vrai, on ne peut pas cheminer seul, on doit se mettre ensemble pour pouvoir faire des grandes choses, mais cela doit rester dans un coin protégé de notre cerveau, nous les Noirs. Permettez-moi. Que le blanc ne nous aime pas. Justement, selon les conclusions, c'est pas moi qui le dis, ça nous sommes en 2001, les conclusions disent que l'émeute menée au sol et par les airs détruisit plus de 40 blocs du district. C'est pas moi qui l'ai dit. Dont en grande partie la Black Wall Street, parce qu'on a surnommé ce quartier Black Wall Street. Black Wall Street parce que, effectivement, ce n'était que des Blancs, des Noirs. Des Noirs, oui. Et qui faisaient des grandes choses. Entreprises, qui faisaient business, peu peur importe. Oui. La ville la plus riche des États-Unis, il faut bien préciser, jusqu'en 1921, c'était la ville la plus riche des États-Unis. Donc, il était donc important pour les Blancs de mettre un terme à ce qui se préparait. Ils se sont sentis menacés. Oui. Ils se sont sentis menacés, c'est pour ça qu'ils ont dit de maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, quand vous le dites, si vous avez un gosse, ils reconnaissent les attaques à la bombe, c'était des attaques militaires. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et comme on dit toujours, un jour, la vérité finira justement par triompher.
C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ils sont obligés aujourd'hui de reconnaître parce que nous ne sommes plus à l'heure où ils ont tué tout le monde. Ils se sont dit, bon, ils ont décimé toutes les personnes, ils ont détruit les biens des Noirs qui étaient dans ce pays-là. Ils se sont dit, bon, maintenant on va effacer la mémoire collective. Mais il y a toujours quelqu'un qui n'était pas là au moment où il fallait tout détruire. L'événement même de cette histoire, il faut bien préciser pour nos téléspectateurs, c'est l'émeute qui débuta le week-end du Memorial Day à proximité de l'immeuble Drexel, après que, selon les dires, en tout cas, Dick Rowland, un cireur de chaussures afro-américain, âgé de 19 ans, est pénétré dans l'ascenseur d'un immeuble abritant les seules toilettes du quartier autorisées aux Afro-Américains. C'est ça le problème, en fait, c'est que tout le monde sait que tout ce bloc, tout le quartier de Greenwood appartenait aux Noirs. À quel moment les toilettes, il y avait certaines toilettes qui appartenaient, on le dit comme ça, aux Noirs. Et précision faite, eh bien, il a trébuché par mégarde contre Sarah Page, l'opératrice blanche de l'ascenseur âgée de 17 ans. Après sa mise en détention, des rumeurs coururent dans la communauté blanche selon lesquelles il l'avait violée et qu'il risquait d'être lynché. C'est pas moi qui le dis. Steve Olengos, on dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure dans la lecture des faits, alors selon ce qu'ils disent, oui, que les toilettes réservées aux Blancs, aux Noirs, aux Afro-Américaines. Ah, ok. Les toilettes réservées aux Noirs américains dans un quartier qui était entièrement totalement noir. C'est quand même bizarre. En fait, il faut dire, quand on se sent acculé, quand on sait qu'on a fait du mal, on se mêle les pédales même dans le récit qu'on fait pour vouloir expliquer l'inexplicable. Parce que un quartier ne peut pas être totalement noir et dans ce quartier totalement noir, il y a des toilettes réservées aux Noirs. On ne comprend pas. Si le quartier est totalement réservé aux Noirs, ça veut dire que toutes les toilettes appartiennent aux Noirs. Donc maintenant, s'il faut réserver, parce qu'on connaît le racisme, c'est pas seulement aujourd'hui, s'il fallait avoir des toilettes réservées, ce seraient les toilettes réservées aux Blancs. Aux Blancs. Mais on ne comprend pas comment... Le récit est un peu bizarre. Oui, c'est bizarre parce que... Et qu'il a trébuché, il faut bien préciser, trébuché sur une femme blanche. Mais comment se fait-il que on peut, chaque jour on marche, on trébuche sur une femme, on trébuche sur une femme, tu peux trébucher sur une femme, Steve Olengos, tu te retrouves en prison, comment? Et jusqu'à ce qu'on dise que, bon, voilà, on va te lyncher. Oui, on dit après. Maintenant, pour donner un peu du poids à ce qu'on est en train de vouloir faire, qu'il l'a violé. S'il a violé, en fait, on dit toujours, il faut faire un dessin, un schéma pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, ce qu'ils sont en train de, leur récit, déjà qu'ils... c'est ce qui a provoqué, dit-on, les émeutes. On dit, c'est ça qui a provoqué. Ils doivent trouver quelque chose pour pouvoir... C'est la raison pour laquelle on dit souvent que quand les claviers quittent, planent, il veut ramasser le poussin. Quand il manque le poussin, il ramasse quand même la feuille morte. Donc ici, au moins, il faut qu'il trouve quelque chose à dire pour s'excuser. Tu sais, ça, c'est les Blancs. Je termine, j'ai une question quand même. Oui. Comment est-ce que les émeutes peuvent arriver aux attaques militaires dans les airs et au sol? Ils ont besoin, les Blancs ont besoin de dire quelque chose pour se donner raison. Pour au moins 15%. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que à 100%, ils n'ont pas raison. Donc, il faut dire quelque chose quand même que... C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de parler maintenant, parce que voilà que nous n'arrivons pas à comprendre. Et c'est l'objectif recherché. Parce qu'ils savent, et nous savons, qu'ils n'ont pas raison, mais ils ont quand même créé ça pour qu'on puisse se questionner, pour qu'il y ait des questionnements, pour avoir au moins ce 15% de leur côté. Bon, c'est parce que, mais on peut pas comprendre comment l'émeute peut se retourner à des attaques militaires. Les avions, faut bien préciser, des avions militaires, c'est pas moi qui le dis, c'est toujours les conclusions. À quel moment on se retrouve à bombarder un quartier prospère appartenant aux Noirs, à bombarder au napalm, à bombarder carrément. Je sais même pas ce que je peux vous expliquer. Je parle des conclusions. Hein. Oui. En réalité, Steve Olengos, c'était, c'est-à-dire que tout était déjà arrangé, que non.
ces gars sont en train de monter en puissance, il faut les éteindre, il faut les effacer. Quand on regarde les images qui circulent, les reliques de ce quartier, tout ça, ce n'est pas des émeutes. On ne peut pas croire des émeutes, des attaques militaires, et c'était bombes. C'est-à-dire que c'était préparé, c'est-à-dire qu'ils ont mis tout en œuvre pour effacer de la carte des États-Unis le Black Wall Street. On vous a compris parfaitement. Il faut rappeler également, donc, téléspectateurs, que certaines personnes, toujours selon leur rapport, afro-américaines, ont déclaré que des policiers avaient rejoint la foule. D'autres ont avancé que des gardes nationaux avaient tiré avec des mitrailleuses sur la communauté afro-américaine et qu'un avion avait largué des bâtons de dynamite dans ce quartier. Je ne sais pas s'il faut encore rajouter quelque chose. C'est leur rapport, ce n'est pas le mien. En fait, on doit juste dire aujourd'hui que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et on comprend que quand vous crachez en l'air, ça va revenir sur votre visage. Donc, aujourd'hui, il faut saluer ces patriotes noirs qui sont restés fermes, qui n'ont pas abandonné la mémoire de leurs parents et qui sont restés dans une dynamique même pas de réparation, hein, Steve Zoengos, mais de reconnaissance. Parce que le simple fait de reconnaître que nous avons eu tort, nous avons décimé vos ancêtres, c'est déjà un pas en avant. Déjà un peu en avant. Merci à vous, hein, Eric Tichy, d'avoir été avec nous ce matin. C'est un plaisir, Steve Zoengos. Pour conclure, hein, mesdames, messieurs, l'avocat de Greenwood, Buck Colbert Franklin, décrit l'observation d'une dizaine d'avions qui avaient été dépêchés par la police de la ville pour larguer des boules de térébenthine en feu sur les toits de Greenwood. Voilà pourquoi on nous dit que la ville avait été effacée. Les événements sont déroulés entre le 30 mai 1921 au 1er juin 1921. Allez savoir. Voilà pourquoi nous nous rappelons justement de ce qui s'est passé il y a 5 ans, 105 ans, on va le dire comme ça, à Greenwood, à Tulsa précisément. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous.